Ça fait très longtemps que je vous avais pas présenté un NUC de chez Intel et pour cause parce que Intel a tout simplement arrêté de les faire et a confié sous licence la responsabilité de poursuivre l'aventure du NUC de chez Intel à Asus. Dans cette vidéo, on va donc vous présenter pour la première fois un NUC, mais un NUC de chez Asus. Il vient de sortir donc depuis quelques semaines. C'est un NUC équipé d'un processeur Ultra 5 de série 2, le 225H. Et chez Asus, le 225H fait partie de la gamme des NUC 15 Pro. Je vous présente tout ça après le jingle. Alors sur cette table, 3 NUC, tout simplement pour un de nos clients qui nous a commandé un renouvellement de PC chez lui. Ça sera donc des NUC de chez Asus qui vont les remplacer. Donc déjà, nouveau format de boîte. Vous voyez que la boîte a un petit peu grossi. Alors je dis vous voyez parce qu'on vous en avait présenté il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus maintenant, des NUC de chez Intel. La boîte était un petit peu plus petite, était peut-être un peu plus haute. Alors tout simplement parce que ces NUC-là, hop, se sont un petit peu élargis. De mémoire, les NUC de chez Intel, ça devait faire 10 par 10 par 4. Ceci, c'est plutôt 11, 12 par 12, vous voyez. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus grand en termes de volume à l'intérieur. Et c'est pas mal parce que les NUC, faut se le dire, ils avaient un petit peu quand même une sorte de petit bad buzz, vous voyez, en disant les NUC c'est super, mais ça chauffe un peu. C'était pas totalement faux, c'était un peu exagéré parce que moi je peux vous dire que pour en avoir vendu peut-être quelques centaines, on n'a jamais eu trop de problèmes de chauffe, sauf dans des pièces où il faisait très chaud, sauf à des moments où il faisait très chaud. Oui, bien sûr, dans ces conditions-là, c'est sûr que c'est un mini PC, donc tout est un petit peu à l'étroit dedans. Eh bien, figurez-vous que de toute façon, voilà, les histoires de ce type-là perdurent, parce que si vous allez voir un petit peu sur Internet, vous verrez que les NUC de chez Asus, malgré qu'ils aient grossi un peu, ils ont encore un petit peu ce bad buzz. Bon, dissipons les doutes. Pour cela, ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble et on va voir déjà ce qu'il y a, on va dire, physiquement changé. Puis après, on va parler un petit peu des caractéristiques parce que quand même, elles sont nombreuses encore une fois à l'intérieur. C'est un NUC qui est bardé de technologie. Alors, hop, on ouvre. On tombe direct sur le NUC. Oh là 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 là! Déjà, il est lourd. De mémoire, il fait 600 grammes. Hein. Il y a des ordinateurs portables qui sont pas loin du poids de ce NUC-là. Donc, c'est déjà peut-être un bon signe, hein, parce que les caloducs, ça pèse. Ça peut être un peu de la ferraille, vous voyez. Ça peut donc déjà être plutôt sympa. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est normalement résistant, vous voyez, à tout ce qui serait rayures. Donc ça, c'est bien parce que parfois, les NUC de chez Intel, quand ça vieillissait un peu, ça pouvait finir dans un drôle d'état. Déjà, on peut voir que effectivement, il y a pas mal de connectiques. On va y venir dans un instant. On peut voir ici qu'il y a un système de fermeture qui est un peu pratique. Là, comme quoi ça a du bon de confier ça parfois à d'autres fabricants. Asus à revisiter, on va dire, la façon dont vous allez pouvoir ouvrir le dessous du NUC pour accéder à l'emplacement mémoire, etc. Parce que je vous l'ai pas encore dit, mais c'est un barbone, hein, comme les NUC d'avant, les NUC d'Intel, c'est un barbone, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, va falloir lui ajouter de la mémoire, lui ajouter un disque ou 2 disques SSD. Alors c'est un 2280 pour le premier, on va dire celui qui est par défaut. Je crois que vous pouvez monter là en capacité de stockage jusqu'à 8 Tera, donc il y a de quoi voir venir. Et dans le deuxième, c'est un 22 par 42, donc un disque un peu plus petit. Et lui, ça doit être jusqu'à 2 Tera hein, aujourd'hui, ce qu'on a en dispo. Donc ça doit nous faire un ensemble de jusqu'à 8 Tera de stockage à l'intérieur. Donc une fois qu'on a déjà parlé du stockage que vous pouvez y mettre, il ne reste plus qu'à parler de la mémoire. La mémoire, vous pouvez aller jusqu'à 96 Go. Alors 96 Go, ça va dépendre aussi de la mémoire que vous allez acheter en même temps. Si vous passez par Carpe Diem IT, ce que je vous recommande de faire, eh bien nous on vous fixera tout de suite la bonne taille de mémoire déjà par rapport à votre usage. Mais dites-vous que le processeur en Ultra 225H, c'est même aller jusqu'à 128 Go selon le type de RAM. Bon là à mon avis c'est le fabricant qui a un peu bridé on va dire le maximum de la RAM. Eh bien tant pis, mais déjà 96 Go, c'est plutôt pas mal. Au sujet de ce modèle, c'est sa référence là. Franchement, je vous l'ai indiqué ici, ce n'est pas une blague. Déjà que je trouvais les références des NUC un petit peu à rallonge, mais là, je sais pas, hein, ils ont dû se faire une réunion, se dire qu'est-ce qu'on va trouver comme référence bien pénible et puis super longue, hein, qui va pas parler à beaucoup. Eh ben, ils ont sorti ça. Donc, RNUC 15CRHU5
et 5 zéros. Alors les 5 zéros, à mon avis, ça veut dire quelque chose de bien précis chez Asus. Quoi? Je vais vous dire franchement, je n'en sais rien. Si vous avez connaissance de la codification des références de chez Asus, n'hésitez pas à me mettre l'URL, ça m'intéresse, en commentaire, parce que franchement, là, ils ont fait fort. Bon, RNUC, on voit à peu près. Le 15e génération, CRH, carte graphique, carte graphique, réseau, je sais pas. Et puis U5, bah ça c'est simple, c'est le type de processeur que vous avez à l'intérieur, U5, U7, U3. Je ne sais pas s'il y a des U3. Très mauvaise idée Asus, si vous mettez des U3, ne les mettez pas. Surtout si c'est pour derrière l'appeler Asus 15 Pro, parce qu'un Asus 15 Pro qui aurait un U3, je sais que c'est la mode chez certains d'aller vendre des U3. Un U3 dans 4-5 ans, franchement, laissez tomber, mettez 50 ou 100 balles de plus dans votre RNUC et vous aurez quelque chose qui sera bien plus efficace, bien plus efficient tout au long de son usage. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est un CPU Intel Core Ultra 5, terminé les i quelque chose, Ultra 5, donc le 25H qui a tout un tas de spécifications. Je ne vais pas rentrer dans toutes les spécifications d'ailleurs du processeur. Je vous encourage à aller voir 2 vidéos que nous avions faites il y a maintenant quelques mois, mais qui sont toujours valables. Premier lien ici pour tout ce qui est sur la série des nouveaux processeurs de chez Intel. Donc là, c'est la série 2, mais il y a eu la série 1 qui embarque un NPU pour faire de l'IA en mode Edge, en mode localisé. Je vous détaillais tout ce qui était le NPU, le Neural Processor Unit, tout ce qui était le processeur aussi de faible consommation, de puissance, etc. Je vais pas redire tout ça dans cette vidéo parce que ça va vraiment la rallonger, déjà que je pense qu'elle va être longue. Donc voilà. Et puis on vous avait fait aussi une autre vidéo sur ce qu'apportait justement ce fameux NPU avec toutes les fonctionnalités de Windows, avec Copilot intégré, avec la certification Copilot qui demande un certain nombre de TOPS, c'est-à-dire de trillions d'opérations par seconde faites au niveau de ce NPU. Je vais pas revenir là-dessus. On vous remettra le lien là-haut également. Comme ça, voilà, si vous voulez avoir ce genre d'infos, on rallonge pas celle-ci, mais vous allez voir l'autre après celle-là. Alors, je sais pas comment vous débrouillez, vous ouvrez un autre onglet, vous le gardez à côté et vous allez voir à la suite. Bref, 18 mégas de cache, Turbo Boost Max qui va jusqu'à 4,90 GHz, donc c'est un gros processeur déjà. Ce n'est pas un i7, ce n'est pas un i9. Nous, dans le cadre d'usage de notre client, c'est du tertiaire, vous voyez. Donc bon, voilà, vous n'avez pas besoin d'un processeur dans ces cas-là, U7 ou U9. Pas un i3, mais un i5 va très bien. Puis si vraiment vous allez sur un usage avancé, la bureautique plus, un peu de montage vidéo, un peu de multimédia, bon bah là oui, allez sur du i7, allez sur du U7, allez sur du U9, pourquoi pas, mais en U5, c'est déjà très bien. Donc, on en revient à la sortie, parce qu'on s'était abandonné là-dessus, du NUC de sa boîte. Lui, il est là. On va aller voir maintenant ce qu'on a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on enlève le petit carton. J'espère que tous ces cartons, d'ailleurs, sont en recyclé. Vous voyez, j'ai pas vu beaucoup de démarches éco-responsables, vous voyez, sur le site d'Asus. Alors, j'ai peut-être pas assez fouillé. Mais en tout cas, voilà, j'espère que c'est du carton recyclé. Généralement, c'est un petit peu ce qu'ils font. On enlève ce qu'il y a juste là pour atteindre. Ah, pour atteindre déjà quoi? Alors là, ah oui, ça c'est le support VESA. Alors le support VESA que vous allez pouvoir fixer, par exemple, à l'arrière d'un écran. Et je reviens sur ce point tout à l'heure parce qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées par Asus. Certaines toutes fraîches, d'autres qui datent un petit peu chez Asus. Mais notamment sur la gestion de la panne éventuelle d'un NUC, eh bien, il y a un truc qui est plutôt sympa, avec une reprise d'activité sur un autre NUC qui lui sera un peu en backup. Donc on y reviendra parce que dès que vous avez ce genre de plaque, ça peut être de la communication digitale, ce que vous faites sur des grands écrans, et peut-être que vous n'avez pas envie que ça soit un écran noir à un moment donné. Donc on reviendra dans un petit moment sur cette fonction. Pour l'instant, la petite plaque VESA qui va vous permettre de l'accrocher à l'arrière du NUC, de fixer le NUC donc sur un écran, que ce soit l'écran qui est sur votre bureau ou que ce soit un grand écran d'affichage digital, ça sera de toute façon toujours cette petite plaque. Ici, alors, je reviens sur l'alimentation, différentes documentations. Vous avez une jolie étiquette NUC, ma foi, Asus NUC. En guise d'accessoires, ce sont des vis. Et donc voilà, ce sont les vis pour aller, eh bien, fixer par exemple la plaque VESA derrière. Ok, bon. Et puis une petite vis ici, je vous avoue, je ne sais pas à quoi elle sert. On verra ça un peu plus tard où je vous le mettrai en incrustation ici. Et donc c'est tout. Dans ce carton, il n'y a rien de plus. Et on revient sur son alimentation. Donc c'est une alimentation de 120 watts qui est fournie avec. Donc une alimentation assez costaud, jolie, j'allais dire, qui est assez fine, donc qui va pouvoir déjà se fixer sans doute agréablement sous un bureau ou alors derrière un écran. C'est plutôt sympa, voilà, une alimentation qui est, je dois dire, esthétique.
Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus dans le détail du NUC. On va commencer ensemble par l'ouvrir déjà, donc pour vous montrer ce nouveau système d'ouverture. Alors, à l'aide d'un tournevis, ça va être très très simple. Ce que vous allez faire, c'est juste enlever la petite vis qui est là. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. Enfin, l'enlever, quand je vous dis l'enlever, c'est plutôt la dévisser. Voilà, elle l'est. Et là, normalement, on va pouvoir l'ouvrir comme ceci. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Je vous le refais. Hop, on ouvre. Et c'est tout de suite accessible. Vous n'avez plus les 4 vis à dévisser en dessous du NUC, et ça, j'avoue que c'était très très pénible. Alors même si Intel avait fait un peu des efforts en rallongeant par exemple la nappe qui allait jusqu'ici, parce qu'ici vous pouviez mettre un disque 2,5 pouces, c'est terminé d'ailleurs, hein. Vous voyez, il n'y a plus de nappe et ce n'est plus possible. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ici déjà, on va pouvoir mettre le disque NVMe. Alors en termes de disque, je vais vous donner les caractéristiques qui sont possibles, que vous avez la possibilité d'insérer à l'intérieur. On peut insérer des disques ultra rapides dans cette machine. Nous, on a préféré des disques, on va dire, plus adaptés à l'usage de notre client. Donc c'est 5000 mégabits seconde, donc 5 gigabits seconde. Bon, ça suffit. C'est du PCI 4.0, donc c'est chez Kingston. Un petit disque de 500 gigas. Pour rappel, l'ensemble, vous pouvez monter jusqu'à 8 Tera. Mais voilà, encore une fois, nous sommes avec un usage professionnel, donc pas des besoins délirants en termes de stockage, étant donné qu'il y a soit un serveur en face, soit des entreprises qui travaillent en mode cloud, soit les deux bien évidemment. Mais donc voilà, c'est fait pour embarquer un système d'exploitation, donc 500 gigas, vous avez de quoi voir venir avec toutes les futures mises à jour durant ces 3, 4, 5, 6, 7 années de vie. Alors, ici, on a la carte Wi-Fi. Je reviendrai à toutes les caractéristiques plus tard, mais voilà, sachez qu'on est plutôt sur du dernière génération. Vous avez la possibilité ici d'ajouter donc ce fameux disque en 2242 de deuxième disque de stockage, ou bien n'importe quel type de périphérique compatible avec du PCI 4.0. De ce côté-ci, vous avez les deux emplacements en DDR5, donc jusqu'à 96 Go de RAM dans ce modèle. Là, c'est pas du tout ce qui va lui arriver. Je crois qu'on a prévu quelque chose comme 16 Go de RAM. Voilà, 16 Go de RAM. Là, encore une fois, c'est largement suffisant pour l'instant. 16 Go de RAM en une seule barrette mémoire. On ne sait jamais si demain il fallait ajouter 16 Go, on ajouterait juste une barrette de mémoire SODIMM au-dessus et puis ça serait terminé, on aurait 32 Go et là on est reparti encore tranquille. Ici c'est un emplacement PCI 5.0 qui à ce jour peut aller jusqu'à 8 Tera, on peut imaginer un peu plus demain mais c'est déjà suffisant. Ici c'est un emplacement PCI 4.0 qui pour l'instant va jusqu'à 2 Tera. Bon là aussi on peut imaginer que ça aille un peu plus demain mais enfin bon voilà, déjà si vous avez 8 plus 2, 10 Tera, une machine de guerre déjà que vous avez là. On peut remarquer ici eh bien, les deux systèmes pour aller tout de suite coller sur les disques que vous metteriez donc soit dans l'emplacement 2280 soit dans l'emplacement 2242 qui vont venir donc être la pâte thermique plus le refroidisseur qui est quand même sympa, hein. J'espère que vous le verrez bien à la caméra ici, le refroidisseur qui va permettre de dissiper sur l'arrière, l'intégralité de l'arrière de ce NUC. En dessous, je ne peux pas vous le montrer, mais vous avez le système de caloduc qui va venir refroidir le processeur et puis un ventilateur avec des larges palmes qui normalement est pas trop bruyant pour aller évacuer eh bien, toutes les calories de ce côté-ci. Voilà. Avant de vous montrer la connectique, on va reparler un petit peu de tout ce qu'il y a dans cette référence. Voilà, je ne vais pas la redire parce qu'elle est un peu longue, mais je vais vous dire tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors, encore une fois, c'est un ordinateur qui peut avoir de multiples usages. Nous, ces ordinateurs-là, on les vend à nos clients professionnels, mais vous pourriez tout aussi bien l'utiliser chez vous. Un ordinateur en U5, très très bien pour un usage familial et très très bien pour un usage professionnel que vous pourriez avoir au quotidien à peu près dans toutes les tâches de votre entreprise. Donc nous, voilà, on le propose là, en l'occurrence, un gros cabinet d'experts comptables qui va utiliser ça pour tout simplement les comptables. Voilà. Alors, si on en revient un petit peu à ce que nous avons à l'intérieur. Donc, un Ultra 5 225H, ça je vous l'ai dit. Dedans, il n'est pas livré de mémoire ou de disque, donc ça s'ajoute à côté. C'est un processeur qui est gravé en 3 nanomètres, donc c'est la nouvelle techno, on va dire, de gravure la plus optimum en tout cas chez Intel. Vous avez un TOPS qui va jusqu'à 63 TOPS au niveau de la carte graphique et jusqu'à 13 TOPS au niveau du NPU, ce qui nous fait un total d'aux alentours 87 TOPS, donc on est pas mal, on n'est pas dans la certification Microsoft de Copilot, mais bon, franchement, c'est déjà très très bien. Alors la carte graphique qui est dedans, c'est la Intel
Arc graphique 130T, donc c'est déjà une très bonne carte graphique de chez Intel. Ça n'équivaut pas à la dernière Nvidia, on est bien d'accord, mais c'est pas l'objet non plus. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré la carte Wi-Fi, je vous dis, on reviendra dessus. Alors, c'est une carte Wi-Fi qui est donc Wi-Fi 7 en 2x2. Si vous n'avez pas vu notre petite vidéo, c'est très affectif comme façon de la présenter parce qu'elle était un peu longue, mais notre vidéo sur le Wi-Fi 7, on vous mettra le lien juste là-haut. On vous a fait aussi, nous sommes en train de terminer cette série, des vidéos sur l'histoire du Wi-Fi en partant du Wi-Fi 802.3a, B jusqu'au 8. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être informé justement des nouvelles vidéos qui vont sortir et vous aurez toute l'histoire du Wi-Fi, même sur le Wi-Fi qui n'est pas encore sorti. J'en reviens à la carte qui est dedans. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 rétro-compatible, hein, avec des points d'accès Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4. Si vous avez malheureusement pour vous encore du Wi-Fi 4 dans votre entreprise, passez-nous un petit coup de téléphone et on s'en occupera. On vous amènera sur au moins du Wi-Fi 6 et puis voire même du Wi-Fi 7. Donc Bluetooth 5.4, donc c'est la dernière génération du Bluetooth. On reviendra sur ces aspects de performance, notamment au niveau du Bluetooth, parce qu'il y a un petit peu d'excès, je trouve, à mon avis, qui est donné dans la fiche produit, en tout cas dans la présentation de l'Asus 15 Pro chez donc Asus. La carte réseau, c'est du 2,5 gigabits en Ethernet évidemment. Donc là, c'est vraiment top parce que depuis le temps que vous m'entendez râler sur tous ces fabricants qui mettent du 1 giga et même dans la série 1, donc des nouveaux processeurs de chez Intel, ils mettaient des 1 giga. Moi, franchement, je comprends pas comment aujourd'hui on peut mettre du 1 giga, d'autant que le 2.5, ça doit pas être une grosse différence en termes de tarifs, il doit bien y avoir 20 balles à mon avis, et vous êtes à 2 fois et demi plus vite. Et c'est rétro-compatible quand vous avez ce type d'ordinateur qui intègre une carte en 2,5 gigabits, soit vous avez un prestataire qui va vous proposer de changer à un moment donné vos switches parce que c'est pas des tableaux, hein, c'est là pour vous faire gagner du temps et pas pour vous en faire perdre. Donc parfois il vaut mieux changer de switch quand vous avez un parc qui commence comme ça à devenir en 2,5 gigabits qu'avoir plein d'ordinateurs en 2,5 gigabits mais qui fonctionnent en 1 gigabit parce que c'est rétro-compatible. Alors rétro-compatible, oui, vous pourrez utiliser cet ordinateur sur vos switches en 1 gigabit, mais c'est quand même dommage, vous voyez, parce que vous avez quelque part la perte de 1 fois et demi la vitesse en plus, vous pourriez aller 2 fois et demi plus vite en fait et vous allez à 1 gigabit. Donc c'est quand même dommage. Alors je vais revenir sur l'aspect dimension parce que tout à l'heure j'étais un peu excessif dans les dimensions que je vous ai données. En fait c'est 11,7 par 11,2 par 5,4 dans ce modèle. Comme vous pouvez le voir, il existe deux modèles, donc un petit et un grand. Donc là, on a affaire au grand, mais il existe un modèle plus slim, comme avant chez Intel finalement, où on avait ces deux modèles qui existaient. Si je reviens un petit peu au processeur, 14 cœurs quand on additionne tous les types de cœurs, les efficients, les NPU, les puissances, etc. Il fait 600 grammes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas mal. J'ai un petit doute, c'est pas pour ça que nous on l'a vendu à nos clients, parce que notre client n'est pas suffisamment, on va dire, grand en termes de parc informatique pour être intéressé par ce genre d'usage ou de maintenance. Mais sur la fiche, j'ai peut-être vu une petite bêtise. Il est indiqué Intel vPro Platform. Alors, Intel vPro Platform, normalement, ça veut dire qu'on vous pouvez faire de la maintenance à distance. Sauf que chez Intel, si vous allez voir dans la fiche produit du processeur 225H, il est marqué que non, il n'est pas compatible vPro. Alors j'ai un petit doute. Maintenant, bon, voilà, ce client de toute façon ne va pas l'utiliser, donc c'est pas bien grave. Deux emplacements de 10, ça on l'a vu ensemble. Tout ce qui est connectivité, on va attendre d'être sur cette caméra pour que vous puissiez bien voir la connectivité, donc je vous en parlerai à ce moment-là. C'est de la DDR5, on peut aller jusqu'à 96 Go par le design Asus. Vous avez une alimentation de 120 watts, ça je vous l'ai dit. La carte graphique, donc la Intel Arc graphique qui va jusqu'à 60 TOPS, donc trillions d'opérations par seconde, faut les compter. En processeur de puissance, la fréquence d'horloge classique, on va dire non boostée, c'est 1,3 GHz. Et puis celui qui est efficient, donc faible consommation, lui c'est 700 MHz. Et puis vous avez en mode performance, donc Turbo Boost 3.0 si je vous dis pas de sottises, vous êtes en jusqu'à 4,9 GHz pour le processeur de puissance et jusqu'à 4,3 GHz pour le processeur efficient. Et c'est le Intel Turbo Director qui va gérer tout cela, comme à l'habitude dans toutes les nouvelles séries de processeurs de chez Intel. Le processeur NPU va jusqu'à 13 TOPS. Voilà, donc c'est son petit apport dans ces trillions d'opérations par seconde, c'est jusqu'à 13 TOPS. Et donc le processeur, lui, c'est jusqu'à 83 TOPS
Au total, eh bien, ce processeur est compatible avec les Windows FS Studio. Donc, on a fait une vidéo là-dessus, encore une fois. Je vous laisserai la regarder. On vous remettra peut-être le lien à ce moment-là. L'architecture processeur, c'est Meteor Lake, donc qui lui confère cette finesse de gravure à 3 nanomètres. Vous avez donc 14 cœurs hybrides. Alors, nous allons revenir sur un point qui est le point indiqué ici, Pro. Alors, pourquoi Asus estampille son modèle de NUC Pro? Eh bien, parce que déjà, vous avez des conditions de garantie qui sont liées à ce type de modèle, à cette série professionnelle de chez Asus. La garantie est de 3 ans, elle peut même s'étendre à 5 ans et cette garantie va s'appliquer en pick-up return, c'est-à-dire que vous avez un bon de transport qui vous est envoyé, vous collez ça dans un carton, vous retournez ça au fabricant, il regarde ce qui se passe et selon, il vous le répare, il vous l'échange, bref, il verra en tout cas comment dépanner votre ordinateur et vous récupérez un ordinateur. Et ce, pendant 3 ans. Donc c'est plutôt pas mal. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas le petit détail qui tue, qui est combien de fois vous pouvez utiliser ce genre de pick-up and return. Pas trouver ça dans les CGV de chez Asus, donc j'en suis désolé. Je ne pourrais pas vous l'indiquer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, encore une fois, les NUC, on a eu du SAV, mais comme on a toujours eu du SAV avec les ordinateurs. Et là, on en a eu plutôt moins avec les NUC qu'avec des PC Tour comme on vendait dans le temps. Voilà, je ne suis pas particulièrement effrayé par cela. J'ai suffisamment confiance en la marque Asus pour me dire que de toute façon, leur intérêt, maintenant qu'ils ont racheté un peu sous licence la marque NUC, c'est de faire en sorte que leurs clients soient satisfaits et surtout leurs clients professionnels. Donc voilà. Je n'ai pas trop peur là-dessus. Ce sont des NUC qui, par design, ils sont prévus pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, donc je vous parlais chauffe tout à l'heure. Dites-vous que ça ne doit pas être si terrible que ça parce que, voilà, quand un fabricant vous dit c'est du 24/7, c'est qu'il est sûr de son coup quand même. À ce sujet-là, vous avez un système, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai un peu en fin de vidéo, pour justement gérer la panne. Comment vous allez pouvoir anticiper la panne si pour vous, la panne d'une machine comme ça est vraiment très problématique. Si c'est pour votre bureau, bon bah vous arriverez à faire autrement. Mais si c'est par exemple pour des horaires, des informations d'entreprise ou je ne sais trop quoi, ça peut être problématique si d'un seul coup ça tombe en rade. Alors ça fait partie finalement de la disponibilité 24/7. Alors ce sera pas forcément avec un seul, mais ils ont intégré un système qui permet de gérer un peu la haute disponibilité, ce qui est plutôt pas mal. Fonctionnalité de gestion de sécurité à distance avec Intel vPro. Je suis très prudent là-dessus, c'est ce qu'indique donc Asus. Moi, dans le design du processeur de chez Intel, je n'ai pas vu cette techno vPro dans le 225H. Alors, c'est l'un ou l'autre qui se trompe, mais il y a forcément une erreur quelque part. En tout cas, ce sont des ordinateurs qui ont une certification militaire, la MIL Standard 810H. Donc, ça veut dire que tout un tas de tests ont été faits, donc que ce soit des chocs, que ce soit de l'humidité, que ce soit de la chaleur, que ce soit le froid. Donc voilà, c'est une assurance pour vous d'être tranquille. Et alors, pour parler justement de sécurité et de fonctionnement, je reviens sur les 2 caloducs, alors que vous ne verrez pas, mais qui sont là derrière. Il faudrait que je démonte tout. Et là, vraiment, je vais pas faire ça. C'est l'ordinateur quand même qu'on va livrer chez un client, donc on va dire non. Mais vous avez un système de refroidissement fiable avec 2 caloducs et une gestion thermique intelligente. Donc ça aussi, c'est un point qui est rassurant. C'est-à-dire que l'augmentation de la température a été bien anticipée par le fabricant et forcément, ça participe à la longévité du matériel. Alors, pour finir avec cet aspect garantie, SAV, fonctionnement, la fonction dont je vous parlais tout à l'heure s'appelle Player Failover. Alors Player Failover, pour être très clair, c'est un système qui va être intéressant, mais je ne veux pas vous raconter d'âneries, c'est intéressant dans certains cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir un cas d'usage qui s'apprête à ce que ça soit pratique et surtout réaliste. C'est-à-dire que si ce NUC est posé sur votre bureau et vous sert d'ordinateur pour aller faire du traitement de texte ou pour aller faire de l'internet et autres, je suis pas sûr qu'il va vous permettre de bosser demain. Pourquoi? Parce que cela suppose avoir en fait 2 NUC qui soient en fonction. Ces 2 NUC vont communiquer à travers le réseau et à travers le réseau, le NUC de secours va détecter si le NUC maître, donc celui que vous utilisez, à un moment donné ne répond plus. Et s'il répond plus, c'est lui qui va s'activer et qui va enclencher le fonctionnement des logiciels qui sont prévus à l'intérieur. Vous imaginez bien qu'il y a quand même une histoire de connectique. Donc la connectique, si c'est l'ordinateur de votre bureau, il va falloir tout débrancher et tout rebrancher sur cet ordinateur-là. Donc c'est pas très réaliste. Si vous avez un écran qui est connecté sur la sortie HDMI qui est ici, eh bien s'il s'arrête,
bah, vous n'avez plus de sortie écran. Alors sur cette sortie écran, vous allez pouvoir mettre une sorte de multiplicateur de sortie HDMI, c'est-à-dire qui va multiplexer votre sortie HDMI en X sorties pour alimenter X écrans. Et dans ce cas-là, si ce NUC venait à s'arrêter, c'est tout qui est en rideau. Donc au lieu de faire comme ça, vous avez dans ce cas une sorte de multiprise HDMI qui va venir récupérer la sortie HDMI de celui-ci, récupérer la sortie HDMI de votre NUC de secours, et puis sur cette multiprise HDMI, eh bien vous allez brancher des écrans externes. Et ces écrans externes, donc quand ils seront plus alimentés par le NUC qui était le NUC en fonction, si celui-ci venait à s'arrêter, c'est le NUC en secours qui viendrait alimenter en images, je précise, vos écrans ou votre écran externe. Donc vous avez avec ce système-là, eh bien l'assurance d'avoir un affichage qui est toujours fonctionnel. Donc ça c'est plutôt bien, ça fait partie de la méthode d'Asus pour appréhender une éventuelle panne au niveau de son matériel. Et alors à l'inverse, vous avez la fonction Asus Headless Display qui lui permet de fonctionner sans écran connecté dessus. Donc si vous avez besoin juste d'un ordinateur, vous voyez, qui ferait office de mini serveur, bien vous pourriez dire ben voilà, j'active cette fonction-là et mon ordinateur va accepter de fonctionner alors qu'il n'y a pas d'écran connecté dessus. Et vous avez une autre fonction qui s'appelle Asus PowerSync qui, entre autres choses, va vous permettre de synchroniser les alimentations entre le NUC et l'écran. C'est-à-dire que dès que le NUC va être alimenté, il va envoyer un signal sur l'écran et réveiller électriquement l'écran. Donc voilà, ce qui peut permettre encore une fois dans tout ce qui est affichage digital d'avoir des économies d'énergie et puis de ne pas avoir des écrans qui continuent de fonctionner alors que le NUC serait à l'arrêt. Alors puisqu'on parle un petit peu de technologie intéressante, eh bien sachez que ce NUC Pro chez Asus va avoir un système qu'ils appellent le capteur Wi-Fi. Alors le capteur Wi-Fi, c'est très simple, c'est que vous êtes devant votre ordinateur, votre ordinateur détecte que vous êtes présent grâce au Wi-Fi. Et si vous vous éloignez, toujours grâce au Wi-Fi, ça doit être le beamforming, je ne sais pas, explicite, qui vous zone comme ça et qui voit que vous êtes en train de faire des interférences ou des blocages d'ondes Wi-Fi et qui fait que dès que vous vous éloignez, votre écran se verrouille et même désactive votre processeur. Donc ça vous permet de faire des économies d'énergie, mais surtout ça verrouille votre ordinateur. Il y avait déjà ce type de techno qui était embarqué un peu pur Microsoft, ou avec une gestion cette fois-ci du Bluetooth, c'est-à-dire du fait qu'à un moment donné vous partiez avec votre smartphone, et ça détectait que votre smartphone n'était plus en situation d'être relié en Bluetooth, et à partir de là verrouillait votre session. Bon là on l'a au niveau du Wi-Fi, pourquoi pas, c'est peut-être mieux, je ne sais pas, à voir avec l'usage. En tout cas, Asus intègre cette fonctionnalité-là et quand vous revenez devant votre ordinateur, comme avec tout ce qui verrouille, va falloir déverrouiller votre PC, ça va réactiver le processeur, reconsommer un petit peu, mais durant le laps de temps où vous n'étiez pas là, votre ordinateur était protégé automatiquement, verrouillé automatiquement, et le processeur consommait moins d'énergie, donc ce qui est plutôt bien. Alors, avant de vous montrer et de finir cette vidéo sur la connectique de ce NUC, je vais revenir sur un point, je vous ai évoqué tout à l'heure. Le constructeur vous dit que le Bluetooth 5.4 est une révolution, c'est absolument extraordinaire. Vous allez pouvoir aller jusqu'à 50 mégabits seconde et puis alors 240 mètres de distance. Alors, ne pas confondre, un petit peu comme avec le Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7, c'est pareil, on peut aller jusqu'à 46 gigabits seconde. Oui, enfin ça, c'est avec 16 antennes. Vous n'avez pas 16 antennes. Et là, c'est pareil. C'est plus que des conditions de laboratoire. À mon avis, c'est des conditions exceptionnelles de laboratoire. Parce que si vous arrivez à avoir du 50 mégas ou jusqu'à 50 mégas déjà dans n'importe quelle circonstance, et puis, alors, un truc de dingue, à 240 mètres, franchement, vous m'appelez, je serais très très heureux de voir ça de mes yeux, vous voyez. On va finir cette vidéo sur la présentation de la connectique. On commence par les deux ports HDMI qui sont ici. Donc ces deux ports HDMI 2.1 vont tous les deux pouvoir recevoir un écran 4K. Alors juste au-dessus, vous avez juste ici, là, deux ports USB type C Thunderbolt 4 DisplayPort 2.1 qui chacun va pouvoir être connecté à un écran 4K. Voilà, donc ça nous fait déjà un total de 4 écrans qui vont pouvoir être branchés ici. Ils peuvent évidemment délivrer de l'énergie si vous avez un ordinateur ou je ne sais trop quoi à alimenter et donc à recharger en USB type C, mais voilà, leur fonction quand même la plus intéressante sans doute, c'est d'accueillir des écrans
Ils sont donc les deux ici en 40 gigabits par seconde. Donc vraiment, si vous-même vous voulez connecter des disques externes, bah, vous aurez un gros débit pour aller faire de gros trafic. Et puis bah, voilà, c'est ce qui explique aussi la sortie 4K. Techniquement, même le processeur peut aller jusqu'à 8K, mais là, dans le design Asus, vous avez la possibilité de brancher uniquement des écrans 4K. Mais enfin, vu déjà le prix d'un écran 4K, ça calme un petit peu. Si vous en aviez 4 à acheter, ça fait assez cher. Donc voilà, en tout cas, 40 gigabits par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez enfin, juste ici, avec la couleur bleue, un port USB 3.2 Gen 2. Donc là, vous allez jusqu'à 20 gigabits par seconde. Donc là, encore une fois, vous pouvez brancher un disque dur externe, vous pouvez brancher tout un tas de périphériques qui auraient besoin un petit peu de débit, un peu moins que le Thunderbolt, mais donc déjà pas mal, 20 gigas. Juste en dessous, vous avez un USB 2.1, voilà, donc l'ancêtre des ports USB, on va dire, avec une bande passante ou un maximum de débit de 10 gigabits seconde. Ça peut servir pour brancher une imprimante, ça peut servir pour brancher un scanner ou des choses comme ça. Je viens de vous démonter le slot qui est à l'arrière, vous voyez, qui pourrait vous permettre de brancher des extensions. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé les extensions sur le site d'Asus, mais voilà. Et une fois que vous avez dévissé les deux petites vis qui sont ici, juste là, vous voyez, je vous montre le petit système, eh bien, vous aurez la possibilité de fixer de futures extensions dans le boîtier. Alors, il est prévu une autre carte en 2,5 gigabits seconde. On verra ce qui sortira réellement, et puis il faut avoir l'usage d'avoir une deuxième carte. Dans ce cas, ce serait peut-être plus un petit NAS, un petit firewall ou quelque chose comme ça. C'est bon, un usage parmi tant d'autres. Après, il y a d'autres produits peut-être un petit peu plus adaptés aussi à ce genre d'usage. Et alors donc, maintenant que je vous ai remonté le petit slot, on va continuer avec les deux dernières petites connectiques entre guillemets qui existent. La première, juste ici, c'est l'alimentation que vous allez pouvoir connecter. Et alors tout à l'heure, je vous ai dit que il y avait un petit vis, un petit cavalier que je ne voyais pas bien à quoi ça pouvait servir. Bah voilà, on voit tout de suite finalement. Vous voyez, donc ce petit cavalier, vous allez pouvoir le fixer juste ici et ça va vous permettre d'attacher l'alimentation pour pas qu'elle soit retirée inopinément. Et ça, j'avoue que c'est plutôt satisfaisant comme petite sécurité parce que ça arrive, quelqu'un se prend un petit peu le pied dedans, remarquez, après ça va embarquer le nuque, mais vous faites pas attention, etc. Vous tirez dessus et hop, c'est la catastrophe, votre nuque est éteint. Donc ça, c'est plutôt quand même pas mal venu. Ici, vous avez l'emplacement Kensington qui vous permet de brancher un câble de sécurité qui, dans le cas présent, vous évitera de perdre tout de suite ce nouveau NUC si un jour quelqu'un de malveillant passait dans votre bureau. Voilà, vous attachez votre NUC avec ce câble Kensington et puis vous le mettez bien solidement sur votre bureau et ça vous évitera de voir partir votre NUC entre midi et 2 par exemple. Alors, en revanche, un petit truc, moi, qui me dérange un petit peu, c'est que chez Intel, sur certains modèles, j'avais pris habitude d'avoir un petit emplacement SD, vous voyez, pour mettre une carte SD à l'intérieur. Là, sur cette face-là, eh bien, il n'y en a pas. Bah, c'est un peu dommage parce que quand on dit que c'est un modèle réservé aux pros, certains pros, dans justement la partie digitale, fonctionnent encore et pour longtemps à mon avis avec des cartes SD. Si vous avez ce type de produit derrière un écran, il y a de grandes chances que votre contenu vidéo soit dans une carte SD. Alors peut-être qu'on peut imaginer que le slot d'extension accueillerait justement un lecteur de carte SD parce que vu le format, vraiment je vois pas bien comment peut tenir la deuxième carte 2.5 que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc peut-être que c'est un petit emplacement de carte SD, de lecteur de carte SD en 4.0 ou 5.0 qui sera possible d'insérer juste ici. On verra bien. En tout cas, il n'y en a pas. Donc sur la façade, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, le fameux bouton de mise en marche qui mettrait en marche également votre écran. Vous avez juste à côté deux ports USB en USB 2.0, donc 10 gigabits seconde. Vous avez enfin juste ici un port USB en 3.2 Gen 2, donc là vous pourrez avoir jusqu'à 20 gigabits seconde. Et un petit détail que je vous avais pas donné, mais que vous voyez sans doute à l'écran, c'est qu'Asus a eu la très bonne idée de sérigraphier dessus la vitesse du port. Alors presque pour tous les ports, parce que pour cela c'est sérigraphié. Mais si je voulais titiller un petit peu Asus, je dirais, mais pourquoi vous n'avez pas sérigraphié, vous voyez, les deux ports qui sont ici, les USB type C Thunderbolt 4 Display 2.1, ne sont pas sérigraphiés, ce qui fait que vous ne voyez pas qu'ils peuvent aller jusqu'à 40 gigabits seconde. Bon, c'est tant pis, hein, c'est pas bien grave non plus, mais tant qu'à faire, l'idée était bonne. Ça aurait été bien de l'amener partout, sur toutes les connectiques,
à l'arrière également. Voilà, donc c'est ainsi que va se terminer cette vidéo qui a sans doute été un peu longue parce que c'était la première fois qu'on vous présentait un Asus donc licencé NUC de chez FU, les NUC Intel. Donc c'était la première fois, on l'a fait un peu longue. Les prochaines fois, s'il y en a, on les fera un peu plus courtes parce qu'il y a plein de technos qu'on va pas rappeler à chaque fois. Nous, on va vraiment se concentrer, vous voyez, sur la gamme Pro. De toute façon, on ne fera pas les autres produits. En tout cas, voilà, si vous cherchez des ordinateurs vraiment optimisés pour un usage professionnel, prévu avec une garantie très fonctionnelle, vraiment, chez Asus, je pense que vous faites le bon choix. Il y a d'autres produits que nous pouvons vous conseiller, mais Asus, je pense que dans les mois et années à venir, va être un petit peu le produit qu'on va proposer par défaut quand on voudra voilà, ce mini PC et qu'on ne voudra pas un PC portable. Là, ce mini PC est tellement gonflé de connectivité, tellement performant avec les dernières technos, que ce soit en connectivité réseau ou que ce soit en processeur, qu'il y a des chances qu'on vous le propose pas mal de fois à l'avenir. Voilà. Dites-moi en commentaire si ce produit vous paraît intéressant. Dites-moi aussi en commentaire si vous connaissiez NUC chez Asus, si vous aviez déjà eu cette expérience. Nous, c'est une première, tout simplement parce que c'est vrai que les PC portables sont de plus en plus vendus en défaveur des PC dits fixes, parce que celui-ci, il est tellement petit que vous pouvez le mettre dans le sac à dos. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un PC portable avec un écran, donc c'est pas quelque chose qu'on vend énormément aujourd'hui. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ces NUC. Faites-moi un retour un petit peu, que ce soit en termes de qualité, de performance. Est-ce que vous l'utilisez dans le cadre professionnel? Est-ce que vous l'utilisez dans le cadre grand public? Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et portez-vous bien.